Si vous êtes fan ou si vous connaissez mal la carrière de Sandrine Kiberlin, ça vaut le détour. Il faut absolument voir ce film. D'ailleurs, on la salue si elle nous écoute. On t'aime très fort, Sandrine. Bienvenue dans ce deuxième numéro de La Flasque et l'Enclume. On est vraiment très heureux de vous accueillir pour parler de cinéma sans complexe, sans pincettes et avec une bonne dose de mauvaise foi. Et franchement, un immense respect à tous ceux qui ont tenu pendant presque 1 heure pendant le premier épisode. Non, franchement, parce que même moi, au bout de 2 minutes, je me gonfle. Alors, je sais vraiment pas comment vous avez fait. Du coup, on a changé un tout petit peu le format pour que ce soit plus digeste, et pour vous à écouter, et pour nous à faire. Mais au lieu de mettre les 3 films dans un seul épisode, on a décidé de découper ça en 3. Voici un petit tour d'horizon des films que nous allons vous proposer. Sylvain est venu avec un film d'espionnage, assez lent, qui est un des premiers films d'un monsieur qui maintenant est largement connu des amateurs de séries. Il s'agit de monsieur Éric Rochant. Monsieur Éric Rochant. Éric Rochant. Mathias, quant à lui, est venu avec visiblement de très très gros problèmes psychologiques. Comment est-ce qu'on pourrait résumer ton film, Mathias ? Eh ben, les clowns ne sont pas des gens recommandables. Voilà ce qu'on pourrait en dire pour vous donner envie de le regarder. Et quant à moi, eh bien j'assume une nouvelle fois ma position de bobo arty de gauche lecteur de Libé, et je vous emmène donc faire un petit tour dans le Céline Sciamma Cinematic Universe pour un film situé entre son Adèle contre Aquaman et Adèle la Torche Humaine. Je veux bien sûr parler de son Black Panther contre le patriarcat. Et aujourd'hui, mais ça vous le savez déjà, c'est Sylvain qui s'y colle. Dès à présent, oubliez tous le mot Mossad. Ne l'utilisez plus jamais. Il n'existe pas. Dans votre entourage familial, tout le monde saura que vous n'êtes ni employé de banque ni ouvrier dans une usine. Dites que vous travaillez à la Défense nationale. Si on vous pose des questions, répondez. C'est une règle élémentaire. Le silence est toujours suspect. Répondez, mais mentez. Ah oui, au fait, ce que tout le monde raconte à mon sujet, comme quoi j'aurais arraché les couilles d'un homme pendant un interrogatoire, eh bien cette histoire est fausse. Ce sera tout. Au revoir, messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des Patriotes, un film français d'espionnage sorti en 1994 de 138 minutes, donc écrit et réalisé par Éric Rochant, showrunner du Bureau des légendes et qui avait aussi collaboré et travaillé sur la série Mafiosa. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu parler de ce film, c'est parce qu'à l'époque, en 1994, avant le Festival de Cannes, on avait beaucoup parlé du film. Et après le festival de Cannes, on n'a plus parlé du tout. Le film a été un échec économique. Le film a bénéficié d'une vraie grosse largesse de production, beaucoup d'argent, beaucoup de temps de production. En 94, on parle de 24 semaines de tournage, un très gros budget. Et en fait, je pense que c'est à l'époque le parfait exemple des bonnes intentions qui ne suffisent pas pour un film à trouver son public. Donc, quand ils finissent le film en 94, ils font des projections de test. Ça se passe très bien. Ça se passe tellement bien que les producteurs se disent qu'ils peuvent monter le film et l'envoyer à Cannes en 94 parce qu'il y a peut-être moyen de récupérer un prix. Ils passent la sélection haut la main et on les invite avec plein de bons bruits de couloir. Il se trouve que les projections à Cannes se passent moyennement bien, le public est pas hyper fan du film. Bien évidemment, on est en 1994, donc le raz-de-marée Pulp Fiction emporte tout sur son passage. Cartonne après à l'été et à l'automne. Du coup, le film se trouvera pas du tout son public. L'histoire est assez simple en soi, donc on suit un jeune juif parisien qui a entre 18 ou 20 ans, qui s'appelle Ariel Brenner, joué par Yvan Attal, qui décide de partir en Israël et de vivre dans un kibbutz parce qu'ils se sont pas connectés avec la jeunesse française entre guillemets autour de lui à cette époque-là. Il finit par être recruté par un service secret indépendant, une branche annexe des services secrets israéliens, et il se retrouve mêlé à 2 affaires, une manipulation d'un physicien français joué par Jean-François Stévenin, qui est tiré d'une histoire vraie, qui s'appelle l'Opération Opéra en 1981. Tout à fait. Ouais. Et ensuite, la deuxième histoire est une défection d'un agent américain. Donc, ce qui est une histoire voilà. vraie aussi, je le précise. Tout à fait. Peut-être juste avant de continuer, Sylvain, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a plu dans ce film ? Moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté désillusion et pris dans l'engrenage du personnage principal. C'est-à-dire à quel point au début il peut avoir une espèce d'arrogance en étant sûr qu'une fois qu'il a été recruté par les services secrets, il sait quelle est sa place, et plus on avance dans l'intrigue, et plus tu te rends compte qu'il perd pied et qu'il a beaucoup moins d'assurance dans la manière dont il fait son travail. Et l'intrigue, surtout, c'est beaucoup dire quand même. Ça, c'est pas gentil. J'aimais bien le parcours cabossé du jeune qui est sûr de lui et qui finit par l'être beaucoup moins à la fin. Alors moi, je suis assez embêté parce que j'en aurais bien mis plein la gueule à Sylvain, à notre ami Sylvain, parce que ça fait toujours plaisir. Mais en fait, j'ai plutôt aimé ce film. Alors un peu pour les mêmes raisons que lui, c'est-à-dire que je défonce assez souvent le cinéma français pour
apprécier quand un réalisateur français fait quelque chose qui sort un petit peu du lot, quoi. J'ai aimé ce film, j'ai aimé la manière dont il est réalisé. Techniquement, je le trouve très propre et je l'ai trouvé très sympa et puis parfois, alors c'est vrai, parfois un peu touchant dans sa maladresse. Rochant, moi j'ai vu 2 de ses films, Total Western et Les Patriotes, et je me dis, c'est un peu le champion du monde de la mauvaise idée, quoi. Total Western, c'est ah bah tiens, Samuel Le Bihan en cow-boy des temps modernes, bah ouais, pas de problème, tu vois. Et là c'était un peu pareil, quoi, c'est-à-dire que Yvan Attal en agent secret du Mossad, bah ok, c'est bon, c'est parti. Yvan Attal, disons que c'est pas un modèle de charisme. Ça fonctionne à peu près dans la partie où il se pose des questions et où il va en Israël pour accomplir un destin, etc. Et puis après, quand il passe des épreuves là pour faire partie du Mossad, moi j'ai un peu l'impression, j'ai un peu envie quand même de me dire que ce pauvre mec là qui est plus malin, qui déjoue les pièges et machin et tout, j'y crois pas trop, voilà, parce que c'est Yvan Attal qui n'est pas forcément super expressif. Je trouve pas forcément que ce soit un mauvais comédien. Et du coup là, ça pêche un petit peu. Mais quand on passe ça, moi je trouve que je me suis complètement laissé emporter dans le film. C'est déjà un truc de fou, une prise de risque complètement incontrôlée que un réal français a dit un jour, on va faire que dans ce film il se passe des trucs et qu'il y ait des gens au-dessus qui aient dit oui, quoi. Et comme ça a pas marché, ça explique peut-être qu'après on n'ait pas continué à faire des films où il se passe des trucs dedans en France. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par il se passe des trucs? C'est-à-dire qu'il y a de l'action au sens large, quoi, pas forcément des trucs qui explosent, mais qu'il y a de l'action, quoi, qu'il y ait des événements qui entraînent eux-mêmes des conséquences, etc. Ce qui est absolument pas le cas dans le film que tu vas nous présenter tout à l'heure, Romain, par exemple. C'est vrai que Mathias, là-dessus, t'as complètement raison sur le côté l'échec du film a du coup orienté la politique de production des autres films, parce que les films d'espionnage, après, tu vas pas en retrouver avant le début des années 2000. C'est un genre avec lequel le cinéma français avait pas mal de réussite dans les années 50, 60, 70, beaucoup moins maintenant. Et en plus, ce sera monté sur des gros noms. Tu vas avoir Agent secret qui sera monté sur le duo Cassel-Bellucci de l'époque, et tu vas te retrouver avec, mis à part les OSS qui sont pas tout à fait des films d'espionnage lambda, on peut les mettre à part, je veux dire les films d'espionnage il y a des points communs quand même, je trouve, moi. Je te dirai après ce que je trouve de commun, mais je trouve qu'il y a des points communs. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je trouve que c'est un film qui est finalement très français, même dans son approche justement du film d'espionnage et du film d'action, notamment dans sa volonté accrue de réalisme. Et j'irais même plus loin, souvent dans les films français, je parlais d'OSS 117 tout à l'heure, souvent dans les films, même dans celui-ci, en fait, même dans OSS, il y a un rapport à la bureaucratie, à l'administration, à tous ces petits rouages qui font l'espionnage. Alors sur OSS, travailler avec un esprit parodique et un esprit très ironique. Ce que disait Éric Rochant, c'est qu'il s'était beaucoup inspiré du cinéma américain, justement, des années 70-80, et il parlait notamment de Conversations secrètes de Coppola pour ce film-là. Mais je trouve quand même qu'on retrouve une façon, une attitude face au film d'espionnage très française dans, pas l'amour, mais l'observation des métiers, l'observation de tout le détail des opérations. Après, là aussi où je trouve que c'est très français, c'est dans sa façon de réaliser. Et c'est là que je vais plus avoir justement une critique. Il laisse beaucoup de place à tous ces micro-événements et à tout ce déroulement des opérations dans le détail, ce qui en soi est un point positif. Sauf qu'à un moment donné, il laisse tellement de place qu'effectivement, tout spectaculaire ou même toute dynamique narrative propre à un film est très amoindri. Finalement, le film devient assez monotone, assez plat. Ce qui n'est pas le cas dans le Bureau des légendes, ou parce qu'il y a un personnage central magnétique, parce qu'il y a un certain nombre d'intrigues magnétiques, parce qu'il y a de la relance narrative en permanence, on est capté. Ce qui là est moins le cas, parce que justement, Yvan Attal est un rouage parmi les autres d'une machinerie complexe qui est celle du Mossad. Après, sa réalisation, je pense, est cohérente par rapport à son sujet. Parce que justement, alors, c'est pas anodin qu'il aille sur le Mossad, c'est pas anodin qu'il aille sur Israël, c'est vraiment un pays dans lequel la question de la surveillance est omniprésente. Je regardais un documentaire il y a peu de temps qui parlait justement de la surveillance et expliquait pourquoi aussi Israël sont en pointe d'un point de vue des technologies de la surveillance. C'est un pays qui est entouré de pays pour lesquels, a priori, il y a une certaine hostilité. Et donc, fait qu'il y a forcément un travail sur la question de la surveillance, mais même interne, et donc sur l'opacité. Et je pense que la mise en scène de Rochant, elle met en place cette opacité. Et elle projette un mec idéaliste au milieu d'une surface opaque, dans lequel il pourra avoir ni les tenants, ni les aboutissants, et dans lequel forcément il va finir broyé, parce qu'il y a un niveau aussi de paranoïa qui est presque consubstantiel à ce pays-là. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper cohérent de faire ce type de mise en scène pour ce type de film, à ce type d'endroit. Donc tout ça, c'est très cohérent. Mais pour autant, positif. Mais pour autant, cinématographiquement, 138 minutes,
Ouais, c'est long. Et ça m'étonne pas qu'en 1994, il se soit fait complètement éteindre par un film comme Pulp Fiction. Parce qu'effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, il y avait besoin dans le cinéma d'avoir des souffles beaucoup moins distanciés. Quelque chose qui rentrait un peu plus dans l'art, quelque chose qui avait un peu plus d'énergie et puis de folie, quoi. Ce qui manque cruellement dans ce film. Et ce qui manque pas du tout, effectivement, dans Le Bureau des légendes ou dans Mafiosa. Après, moi, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Moi, je trouve, en fait, du coup, ce qui est bien fait, c'est que le côté espionnage, c'est-à-dire que on attend quelque chose, on sait pas exactement ce qui va se passer, qui va prendre les rênes et tout ça, est réussi. Après, je suis peut-être d'accord sur le côté un peu décevant de la résolution à chaque fois de tout ça. C'est vrai qu'on n'en tire pas grand-chose parce que, effectivement, vu qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, voilà. Mais moi, ça m'a pas ennuyé et j'ai même trouvé ça intéressant parce que je trouvais que ça disait vraiment quelque chose qui est pas souvent dit dans le cinéma sur les relations entre les pays, tu vois, sur les relations entre France et Israël, sur les relations entre les États-Unis et Israël. Et ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça va même un peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre. On entend toujours que Israël, c'est un pays allié des Américains et qu'ils sont ensemble et tout ça. Et là, on voit bien que les choses sont beaucoup plus subtiles parce que plein de choses. D'ailleurs, l'opération qui est décrite, qui est l'opération Opéra, ça a commencé par ils ont fait sauter une cuve dédiée à un truc nucléaire dans le Var en France. Puis ils débauchent des agents américains alors qu'ils sont censés être en paix avec les États-Unis. Et donc tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément. Après, ça manque un peu de folie, ça manque un peu de piment, voilà. Je pense que le souci, c'est aussi alors oui, intéressant, ça l'est. Les références qu'on a en matière de films d'espionnage, vraiment, c'est important de le garder en tête, sont très peu françaises. La plupart des films d'espionnage de qualité qu'on a vus, en tout cas dans notre jeunesse et qu'on continue à voir, viennent principalement d'outre-Atlantique. Alors, je sais pas si vous avez vu le Ennemi d'État de Tony Scott. C'est quoi le titre du film de son frère avec DiCaprio et Russell Crowe? Gladiator contre The Revenant. Non. Et donc à un moment donné, donc DiCaprio se retrouve à devoir être mis en contact avec quelqu'un qui va l'aider dans sa mission. Et donc il arrive dans une maison de campagne. Et donc il arrive et il y a un seul gars et il a l'air surpris. Et l'autre gars lui dit mais vous attendiez à quoi? À avoir 500 personnes, 3 écrans par personne et un plan du monde interactif affiché au mur. Ben oui, non mais d'accord. Ok, ça s'appelle Mensonge d'État le film. En fait, le problème c'est qu'on a tous cette idée d'un film qui doit avoir du rythme, pour un film d'espionnage qui doit avoir du rythme pour mais je suis d'accord, il le prend complètement à revers. Il le prend à rebours justement. Il le prend à rebours, Rochon, je suis d'accord. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir énormément de moyens pour manipuler quelqu'un. La manière dont il monte son film... La preuve, tu peux le faire avec Bernard Lecoq, donc c'est dire. Voilà. Bon, c'est pour manipuler Jean-François Stévenin, donc ça va. Voilà, quand même. Du coup, ça va, ça passe. Ça équilibre, mais tout de même. Après, je peux comprendre qu'il est pas trop... Non, mais il y a un côté... par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté... lancinant, peut-être que ça prend trop son temps, peut-être que c'est aussi un peu poseur parfois, mais je pense pas. Je trouve que c'est très cohérent et très maîtrisé, mais du coup c'est un objet qui devient un peu froid, tu vois, parce que après c'est les années 90, il y a ce besoin-là, tu vois. Il faut pas oublier que dans les années 90, un film comme ça, enfin pour moi c'était, alors après je dis peut-être ça parce que c'est facile d'avoir ce recul maintenant, mais pour moi c'était évident que le film ne cartonnerait pas. Ok, peut-être pas autant, mais je veux dire, faut se souvenir de ce qu'était le cinéma dans les années 90, oui. Je veux dire, même les films les plus indés avaient cette espèce de cool attitude. Oui, mais si tu veux, là, du coup, dans les années 2000, à part, bon, le cinéma est mauvais. Si tu veux, non, mais ça pose aussi quelque chose quand même de l'ordre de la radicalité esthétique, la radicalité des réalisateurs qui vont justement au bout de leur pensée esthétique, qui se tient, parce que je pense que tu prends un mec comme Tarantino, il le fait aussi, mais t'as toujours quand même dans cette radicalité esthétique, notamment chez Tarantino, de dire quelle jouissance le spectateur il va trouver. Donc c'est pas forcément que quelle cohérence je fais de propos, c'est quelle jouissance celui qui va trouver regarde. Je pense que Éric Rochant il trouve aussi du plaisir quand il propose ce film-là, mais c'est pas un film qui dans le grand public effectivement va être un objet de jouissance ou un objet de je pense qu'il est assez lucide. Il est assez lucide lui-même dans les dernières interviews qu'il fait. Il admet lui-même que je pense qu'à l'époque ils se sont tous vus trop beaux. Même lui, il avoue qu'il a eu du mal à s'en remettre parce qu'à l'époque, il pensait vraiment avoir fait un bon truc, quoi. Et ouais, finalement, c'est peut-être un film qui est
qui était en décalage avec son époque. Et finalement, c'est peut-être ça Mais qu'on je peut... pense que oui. Je pense que lui c'est se pas- voyait faire un film des années 70 dans les années 90. Parce que quand tu regardes les épisodes du Bureau des légendes, en étant showrunner, il n'est pas forcément obligé de réaliser tous les épisodes. Et je pense que quelque part, je pense que c'est un meilleur showrunner que réalisateur, même s'il y a les épisodes qui sont réalisés par lui, en général, tu les reconnais un peu, notamment avec ses travelling pour suivre les personnages et tout, c'est un truc qu'il adore faire. Mais je pense que c'est un meilleur showrunner que réalisateur, mais je pense que même en tant que réalisateur, c'est quelqu'un qui a mûri son style avec le temps, a des choses à dire, les dit bien, et sur la forme et sur le fond. Parfois, il y a des réalisateurs qui passent par des échecs avant de réussir à trouver leur style, leur voix ou leur manière d'exprimer des choses à l'écran. Et je pense que oui, c'était un film qui était, sans le savoir, destiné à se cracher, mais que tout n'est pas acheté dans ce film. Pendant très longtemps, le cinéma français a regardé du mauvais côté, et que c'est pas parce que tu regardes une fois du bon côté mais que c'est pas exceptionnel que ça veut dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vais rajouter un truc là où je suis d'accord avec Romain. C'est vrai qu'il y a un côté, en France, on n'est jamais meilleur que quand on est outsider. Et que quand on arrive avec un truc carré, une grosse machine où on a mis des moyens et tout, en général on se plante. C'est souvent comme ça que ça se passe. En ça, le film, il est très français. C'est vrai que c'est un film très français, quoi. Dans le sens où on met des moyens, on met des comédiens qui fonctionnent à l'époque, on met beaucoup d'ingrédients qui vont faire que ce film peut réussir et va créer un renouveau. Et en fait, on est totalement à l'ouest parce que effectivement cette année-là, on se fait totalement balader par Pulp Fiction, et à juste titre. Peut-être que si on m'avait mis à l'époque les deux films à côté, j'aurais dit ouais. T'aurais dit Les Patriotes, c'est un Français poseur. Exactement. Une des raisons pour lesquelles, notamment, le Bureau des légendes fonctionne beaucoup, enfin maintenant, et l'avantage d'une série, c'est que d'année en année, tu peux rebondir sur l'actualité, et donc du coup, t'as jamais l'impression que la série est en décalage par rapport à son époque. Si tu regardes toutes les saisons du Bureau de légende, elles sont toujours liées à un moment donné dans une des saisons à un fait d'actualité récent au moment de l'écriture. À l'époque où le film est sorti, c'est quand même un film qui a réussi à avoir deux critiques sociopolitiques totalement opposées sur un seul film. C'est-à-dire que le film, on l'a d'abord traité entre guillemets de film anti-Israël, pour ensuite le traiter de film pro-Israël, pour finalement le retraiter de film anti-Israël sur 6 à 8 mois de temps de critique. Donc je pense que à l'époque, les choses étaient polarisées d'une manière différente qu'elles ne le sont maintenant. Et oui, c'est peut-être pas le bon film pour la bonne époque, mais je trouve que la tentative mérite d'être soulignée et qu'elle est suffisamment rare pour cracher dans la soupe. Ouais, pour pas cracher dans la soupe, tu veux dire. Après, c'est Oui. En termes de film français qui se pose là avec du budget, nous aussi on sait faire comme les Américains, et qui finalement est un échec commercial. Ça Exactement. Se pose là aussi, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que en fait, je pense à chaque génération, tu as un gros budget qui était censé tout éclater et qui, même si après le marché de la vidéo peut rattraper des choses, etc. Pour prendre un autre exemple qui n'est pas un film d'armée ou d'espionnage, mais qui devait être absolument dingue et qui n'a pas véritablement trouvé son public, le Pacte des loups. J'allais le dire. À l'époque, le Pacte des loups, comme c'était une production Canal, je me rappelle d'avoir vu sur 2 semaines tous les acteurs qui étaient venus pour des sujets différents sur le plateau de Nulle part ailleurs à l'époque, et qui avaient dit ouais, je suis sur le projet de Christophe Gans, le Pacte des loups, et t'avais l'impression que le cinéma français entier allait tourner dans ce film, et tu voyais qu'en fait ils ont pris le réalisateur qui pense être capable de gérer tout ça, et que je pense que Mathias a raison là-dessus. Quand on arrive avec la grosse fanfare et les drapeaux bleu, blanc, rouge, la pour le plupart genre, du temps, pour le cinéma de genre, oui. on se loupe, parce que tu regardes le Pacte des loups, après il a été rattrapé par la vidéo et par comme pas mal de gens du milieu aiment Christophe Gans, etc. Mais lui, du coup, ça a été une vraie galère pour remonter des films derrière. En France, on n'oublie pas, en fait, quand t'as une grosse machine et que tu te lourdes avec. C'est clair. Rochant, il a vraiment galéré enfin pas galéré non plus, mais je veux dire jusqu'au Bureau des légendes pour réavoir une nouvelle reconnaissance. Là, qui commence du coup à apprécier son travail et à dire ok, c'est un mec qui, il savait bosser à l'époque. C'est juste que c'est pas parce que tu fais un raté que ça veut dire que t'es mauvais. Mais c'est vrai que ce côté, on va faire mieux que les Américains. Il faut juste être un peu différent et puis voilà. En même temps, Samuel Le Bihan en maître des arts martiaux, c'était un peu en même bancal. temps, n'importe quel film avec Samuel Le Bihan tout court, quoi. On est d'accord, c'est bancal. Qui recommande ce film ou ne recommande pas? Bah écoute, moi je le recommande. Voilà, je le recommande rien que pour tout ce qu'on a dit là en fait. C'est un film qui est intéressant à voir. Moi je me suis pas ennuyé. Voilà, c'est vrai qu'il est long, il dure 2h20. Si je l'ai choisi, c'est forcément que je le recommande, sinon je l'aurais pas choisi. Je pense qu'il faut aussi, quand on aime un genre ou quand on aime un réalisateur, il faut s'intéresser aux choses qu'il peut rater. Parce que souvent, les ratages en disent aussi long que les réussites. On ne peut pas comprendre le succès du Bureau des légendes si on ne comprend pas les échecs qu'a pu avoir Éric Rochant avant.
Bon, ben moi je vais faire, comme on est un peu la nouvelle star du cinéma, moi je vais dire non quand même. Il faut quand même une voix contre. Même si j'avoue, j'ai vraiment bien aimé le film, même si je trouve qu'au final il manque quand même un petit peu de romanesque pour nous emporter. Néanmoins, je dirais que si vous êtes fan ou si vous connaissez mal la carrière de Sandrine Kiberlin, ça vaut le détour. Il faut absolument voir ce film. Il faut absolument voir ce film. D'ailleurs, on la salue si elle nous écoute. Et bien sûr, on t'aime très fort, Sandrine. Bon, et ben on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième film. On vous embrasse tous, et puis à la semaine prochaine. Bisous. Salut.